Non, maintenant j'en ai plus besoin de doudou. J'espère que tu es bien là où tu dois être. Bisous Teddy, au revoir. Tommy, Teddy, ours en peluche et autres doudous, on a tous reçu un jouet dans notre vie qui nous a marqués et auquel on s'attache sans trop savoir pourquoi. Le doudou, c'est quelque chose d'important pour l'enfant parce que ça représente pour lui un lien entre la mère et lui. Donc, quelque part, le doudou, Winnicott parlait d'objets transitionnels. C'est ce qui fait le lien entre sa mère et lui. C'est ce qui lui permet finalement d'arriver à grandir, à se séparer, à devenir lui. Nous avons eu un paquet qui est arrivé par la poste ici, une boîte à chaussures, et en l'ouvrant, il était marqué « Bonjour, je m'appelle Lélé, je suis né à telle adresse près de Amiens, j'avais l'adresse précise, mes mamans successives m'ont bien aimé, et maintenant je voudrais finir ma vie dans un lieu qui est bien. » Fantastique pour un conservateur de musée. On l'a immédiatement mis en vitrine avec d'autres ours. Et un mois plus tard, un visiteur, une dame arrive de France. Monsieur, on vous a envoyé récemment un ours de la famille. En fait, on ne s'était pas mis d'accord, mais j'aurais bien voulu le récupérer. J'avance dans le musée avec la dame. Et nous arrivons devant la vitrine où Lélé se trouve dans sa boîte à chaussures. L'emballage encore, les timbres-poste et le petit mot des gens. Et la dame fait « Non, il est bien ici, gardez-le ». Les doudous, ils sont là pour nous rassurer, pour nous dire « Attends, il est porteur de l'histoire de sa relation avec sa mère ou avec son père, et quelque part, il est là, il les sécurise. » Hier, j'avais un collègue qui me disait qu'il avait en thérapie un enfant de 16 ans qui a toujours son doudou. Attendez, c'est incroyable, hein? Donc, ou c'est doudou comme ça qui fait fonction de réassurance. On voit combien c'est difficile de grandir, combien c'est difficile de rencontrer les peurs, les inquiétudes, les choses autour de soi, et combien c'est important d'avoir des gens qui vous écoutent et qui puissent vous rejoindre là-dedans. Ben, j'ai gardé une poupée très très longtemps, mais quand ma fille l'a vue, elle était impeccable, sa petite robe en taffetas bleu pâle, je la vois encore, ses petits cheveux collés, parce que c'est pas les mêmes bébés que maintenant, les mêmes poupées que maintenant. Mais elle, en 15 jours, elle était cassée, c'est certain, quoi. Mais je crois que ma sœur aînée, par contre, a encore une poupée en porcelaine, une poupée de son enfance, oui. Le jouet, avec son rapport à l'enfance et la nostalgie qu'il apporte, j'ai retrouvé par exemple mon train électrique sur le grenier chez mes parents, tout à fait abîmé alors que j'avais 35 ans, mais c'était le déclic pour reprendre ou pour prendre en main ce qui est le jouet et tous les souvenirs qu'il rapporte. Et finalement, c'est un objet de beauté également. A thing of beauty is a joy forever, comme a dit un Anglais célèbre. L'évolution des jouets. La création d'une vraie industrie du jouet fait que ce dernier est devenu un bien de consommation comme les autres. Il subit les mêmes lois du marché que celles de la mode, par exemple. L'enfant devient une cible publicitaire. Aujourd'hui, tout est prétexte pour se voir offrir un cadeau. Quel impact cela peut-il avoir sur nos enfants ? Alors les enfants, ils voient leurs copains, ils voient autour d'eux, ils veulent avoir toujours le plus beau, les charlottes aux fraises, toute cette industrie comme ça qui... Mais effectivement, les parents, ils sont responsables d'entrer dans ce jeu-là. On y est de nouveau. Moi, quand j'étais gamine, je quittais l'école et vite dans la rue, je prenais mes patins ou j'allais jouer à cache-cache autour de l'église, dans les taillis, jusqu'à ce que la nuit tombe et on rentrait. Bon, j'aurais mieux fait de faire mes devoirs, par exemple, mais voilà. On n'avait pas de jouets, on fabriquait ses jouets soi-même. On avait un cerceau, on avait une caisse à savon avec des roues, c'est tout ce que nous avions. C'était l'époque de la guerre. Moi, je me souviens que même papa, qui était industriel, mais qui n'était pas du tout manuel, nous avait fait un jeu de dada, un très grand jeu en bois, et on jouait au dada, c'était en famille, quoi, vraiment, au domino.
Il n'y avait pas toute cette publicité qui fait que maintenant les enfants ne résistent à aucun jeu, je vais dire. Ben, je suis parfois effarée de voir les enfants qui ont tant de jouets, et moi je trouve que ça leur fait perdre l'imagination. Mon petit ne sait pas jouer à des jeux que mes enfants jouaient, eux-mêmes, entre eux, sans rien. Il a tellement de jouets. C'est bien sûr, c'est bien, c'est d'accord. Et pour finir, le jouet préféré qu'il préfère, c'est son doudou et une petite peluche qu'il a, un nounours. Ce que je constate, c'est que les parents, ils veulent le meilleur pour leur enfant. Ils sont très pris par la vie. Et on n'a plus beaucoup de temps de s'installer à côté d'un enfant, de jouer avec lui, de jouer avec pas grand-chose, hein, avec un bâton, avec de la plasticine, avec du sable, avec une dinette. Il ne faut pas avoir beaucoup d'argent pour offrir à un enfant des possibilités de jeu qui l'aident à se construire psychiquement. Et on n'a pas besoin de trucs très, très, très élaborés pour ça. Mais par contre, les parents sont soucieux de donner le maximum à leur enfant. Ils n'ont pas beaucoup de temps, ils ne savent plus jouer. Et donc, ils achètent des objets qu'ils mettent dans les mains de l'enfant, se disant, comme ça, je suis un bon parent et j'offre des jouets. Et on avait un jouet pour jouer. Maintenant, c'est un bien de consommation. On arnaque les enfants et les parents pour avoir un plus beau jouet que le voisin. J'ai des petits-neveux. Eh bien, il leur faut des nouveaux jouets et puis ils me donnent les jouets que j'apporte ici, par exemple. C'est une chose qui n'existait pas avant. On gardait ces jouets. Maintenant, ils ont tellement de jouets qu'ils doivent les donner. Donc, moi, je pense qu'effectivement, le mirage qui est offert par la publicité et par l'industrie du jouet, ce sont les parents qui doivent pouvoir dire non, mettre des limites. Et mettre des limites à l'enfant, c'est difficile, parce que ce pauvre petit, il va peut-être plus nous aimer quand on est des parents et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, et pourtant, Dieu sait si les limites, c'est important, c'est structurant. Un enfant, pour grandir, a besoin d'avoir des limites. On ne peut pas lui donner l'illusion que dans l'avoir, on est dans l'être, parce que c'est ça un peu, offrir des objets, toujours et toujours plus, etc. Et vous voyez d'ailleurs que les enfants, ils ont leur objet et puis ils s'en désintéressent. L'arrivée de la télévision a-t-elle changé les comportements de jeu de nos enfants? Regarder la télé est-il considéré comme du temps de jeu ou simplement de l'occupationnel? Les jeux sur Internet, le développement d'activités récréatives virtuelles ont-elles changé les comportements de nos chers bambins? La télévision aurait dû être la chose du siècle, l'invention du siècle. Et on en a fait autre chose. C'est un bourrage de crâne, c'est la télévision, c'est pas très bien en fait. Hein. Maintenant, en réalité, quand on voit une chambre d'enfant, c'est une cabine de la NASA. Hein. Il y a des TV, il y a des chaînes IFI, il y a des consoles et tous ces jeux électroniques. Maintenant, les enfants, c'est surtout les jeux électroniques avec lesquels ils jouent. Et puis, toute cette panoplie gigantesque de jouets très sophistiqués qui cassent très vite, qui ne durent pas longtemps, parce que plus c'est sophistiqué, plus c'est fragile. Voilà. Donc il veut ça, bon, on lui donne, c'est Saint-Nicolas ou c'est son anniversaire. Mais les jeux, surtout maintenant, sont électroniques. Et on a constaté, depuis quelques années, une très très forte évolution dans la manière de concevoir le jouet et surtout dans le rôle social que le jouet pouvait jouer au travers des classes d'enfants. On a vu disparaître un certain nombre de jeux, notamment, qui étaient des jeux collectifs, au profit de jeux plus individuels. Beaucoup d'enfants passent des heures devant la télévision, et encore davantage maintenant devant le PC. Hein. Ils ont presque tous maintenant leur personnel computer portable. C'est sûr que ça a changé beaucoup de choses au niveau de la relation de l'enfant avec le jeu. Ça apporte quelque chose, c'est évident. Ça apporte une richesse à l'enfant, mais dans bien des cas, le temps qui est consacré à ce type d'activité me paraît beaucoup trop important. Je vais mettre ça dans le temps écran. Écran. Je vais mettre ça vraiment sous cette rubrique-là. Parce que télé, jeux vidéo,
console de jeu, pour moi, je pense qu'il faut limiter. Limiter dans le sens où l'enfant tout seul là-devant, surtout quand ils sont plus jeunes, il est livré à des choses qu'il ne sait pas, qu'il n'arrive pas à cadrer, à assumer, à métaboliser. Alors l'idéal, ce serait par exemple, quand l'enfant regarde la télévision, que l'adulte soit à côté et contienne ses émotions, lui explique et soit là à côté. Ton allié. Lève-toi, mon apprenti. Ta formation sera bientôt achevée. Il est temps, les impériaux et les hommes de Kota. Comme vous voulez. Moi, ce qui m'effraie, c'est l'illusion dans laquelle l'enfant est de cette toute-puissance. Il est capable, à travers ce jeu-là, dans une certaine forme de réalité quand même. C'est pas comme l'enfant qui prend une épée en carton et qui va jouer à jouer et qui va « je te tue ». C'est bien qu'il ne tue pas. Hein. Mais dans le jeu vidéo, il tue pour de vrai, l'autre s'en va. Et donc il y a quelque chose comme ça de confusionnant, je trouve. Et qui est compliqué pour l'enfant et qui le met comme ça dans une espèce de position de toute puissance qui est inquiétante. Voilà, moi je pense que c'est un truc qui a besoin d'être apprivoisé. Le problème de ces enfants qui sont trop livrés à la télévision, aux jeux vidéo et à tout ce qui est écran, c'est que le virtuel et le réel, ils n'arrivent pas à bien faire la différence. Et je pense qu'effectivement, quand vous êtes à côté, on peut parler de la petite fille. Oh, regarde, elle rencontre le méchant loup. Mais c'est dans l'histoire, hein. Et l'enfant, à ce moment-là, a plus facile. Ici, de notre temps, les enfants jouaient ensemble avec les jouets. Ici, il n'y a aucune relation. Hein. Vous savez bien, la TV, l'ordinateur, on ne fait plus rien d'autre. Actuellement, l'enfant qui joue devant la télévision, il joue seul. Nous autres, nous jouions toujours en groupe. C'est totalement différent. L'enfant qui jouait en groupe, ça développait le social. L'enfant qui joue seul devant la télévision, c'est pas la même chose. Parce que je pense que les enfants, 5, 6, 7, 8 ans, ils ont besoin de sortir, de se défouler, de jouer de se déguiser, tous ces jeux-là, à mon avis, ça c'est vraiment des jeux qui sont intéressants au niveau de leur devenir et de leur construction, de leurs émotions, de tout ça. Le jeu, il est essentiel pour l'enfant, dans le sens où l'enfant, pour grandir, pour se développer, il a besoin de jouer, il a besoin d'expérimenter, il a besoin de se confronter à la réalité et à la fiction, quelque part. Donc il va utiliser le jeu pour habiter le monde et pour aussi faire lien entre le monde et lui-même. Donc l'enfant, quand il grandit, est le siège de beaucoup d'émotions, de beaucoup de sentiments, de beaucoup de choses qu'il habite, et il a besoin d'expérimenter, et c'est grâce au jeu qu'il va pouvoir faire ça.
Lève-toi, mon apprenti. Quels sont vos ordres, mon maître?